Donc, on va enchaîner. C'est Ben Hussein, c'est Tahir, Ben Hussein et moi-même. Donc, sans tarder, donc, je vais introduire ce symposium Sotema. Avant de donner la parole au professeur Idrissi, je voudrais rassurer mon ami Ben Hussein. Depuis qu'il a su qu'il va modérer cette table ronde, il est venu me voir et il demandait le CV de Madame Idrissi. C'est Madame Idrissi, professeure de pédiatrie. C'est la première résidente du CHU de Fès. C'est mon adjoint en gastroentérologie pédiatrique. Elle est très active. Voilà, donc on lui a confié ce sujet, les actualités en nutrition pédiatrique. C'est vrai, c'est un sujet qui est... Donc, elle ne va pas parler de tout. Donc, il y a beaucoup d'actualités ces 2 dernières années. Et je remercie par la même occasion les laboratoires Sotema qui nous ont permis de faire ce symposium sans intervenir dans le sujet. Donc, voilà. Donc, vous avez la parole, 20 minutes de présentation. 20 minutes. Oui, je suis là. Merci, M. Haïda. Alors, effectivement, je vais essayer d'abréger parce que le temps nous presse un peu. Alors, parler de la nutrition pédiatrique, on sait tous que ce n'est pas un domaine qui est statique depuis qu'on a reconnu que la nutrition n'a pas uniquement un rôle dans le soutien physique et moral de l'organisme, mais aussi un rôle dans le traitement, que ce soit dans la prévention que dans le traitement proprement dit de beaucoup de pathologies gastro-intestinales, mais aussi dans beaucoup d'autres pathologies. Alors, ma présentation aujourd'hui, bien sûr, on ne va pas parler des choses qui sont déjà connues. Ça va être des flash infos sur les dernières données de la littérature de ces 2 dernières années et les dernières recommandations, effectivement, de 2021-2022. Donc, vous comprenez que je vais sauter d'un sujet à un autre en fonction de ce qui a été dit ces 2 dernières années. Effectivement, le premier sujet qui a rempli la toile ces derniers temps, c'est la prévention de l'allergie de protéines de lait de vache. Pourquoi? Parce qu'on avait constaté un peu partout dans le monde qu'on a plus d'APLV sévères et d'APLV persistantes. Alors, dans notre contexte, plus d'APLV sévères, je n'ai pas vraiment l'intention, mais je parle sous le contrôle de mon maître, professeur Haïda, et de notre allergo-gastro-pédiatre, professeur Tahir. Pas beaucoup plus d'APLV sévères, mais plutôt d'APLV de présentation inhabituelle. Et puis persistante, oui, un petit peu persistante par rapport à d'habitude. Alors, ça commence, l'histoire de la prévention de l'APLV commence déjà à J0 de la naissance avec ce fameux, peut-être avant, on va voir des hypothèses qui disaient que la prévention pourrait commencer avant même la naissance, on va voir. Alors, ce fameux biberon de J0 de la naissance qui est donné volontiers, soi-disant, pour laisser se reposer la maman après un accouchement et surtout après une césarienne, eh bien, ça a été démontré plusieurs fois que cette consommation ponctuelle de protéines de lait de vache pendant la première semaine ou bien pendant le J0 de vie, ça expose plus à un risque de faire une APLV pour les enfants ou bien les nourrissons qui vont être destinés à être exclusivement allaités. Les travaux dans ce sens sont nombreux. Je ne vais que présenter ce travail japonais qui est assez consistant et qui a montré effectivement que plus les nourrissons reçoivent très tôt des protéines de lait de vache entière, plus ça les expose à faire une allergie par la suite. Et le risque dans cette étude était estimé à plus de 60%. Donc, il est recommandé de ne plus donner ce lait de complément à la maternité aux nouveau-nés destinés à être exclusivement allaités. Et ce sont les recommandations de l'Académie européenne d'allergie et d'immunologie clinique. La deuxième chose, au-delà de la première semaine de vie, c'est histoire de donner des laits de complément au fur et à mesure avec le lait maternel pour éviter effectivement l'apparition d'une APLV. Alors avant, on disait que l'introduction tardive des PLV entières chez les nourrissons exclusivement allaités pourrait augmenter le risque d'APLV. Maintenant, les travaux disent que pour les nouveau-nés ou bien les nourrissons qui ont consommé les protéines de lait de vache et qui ont arrêté cette consommation pendant le premier mois ou entre 1 et 2 mois ou entre 3 et 5 mois ont un risque relatif important, plus important que les nouveau-nés qui n'ont rien reçu, ou bien les nourrissons qui n'ont rien reçu, plus de risque de faire une APLV. Et donc, se basant sur ces 2 dernières notions, la Société française de pédiatrie, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle suggère? C'est une suggestion que j'ai mise
en gris parce qu'elle suscite quand même une discussion, on pourra le faire par la suite. Introduire précocement et avant la diversification, mais de manière continue, une petite quantité de 10 ml par jour chez les nourrissons à risque d'atopie et exclusivement allaités. C'est vrai que même Patrick Tounian qui a écrit ça disait que c'est une suggestion qui nécessite beaucoup d'autres travaux pour qu'elle soit vérifiée et émise comme recommandation. En plus, il faut déterminer la quantité exacte, la fréquence exacte, etc. pour la recommander. Mais même dans notre contexte, c'est une notion qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution parce que ça risque de compromettre l'allaitement maternel. Bien, alors, que disent les recommandations de l'Académie européenne d'allergologie? Éviter de donner le lait de vache chez les nourrissons allaités au sein au cours de la première semaine de vie pour prévenir l'allergie au lait de vache chez les nourrissons et les jeunes enfants. Alors, à part ça, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises auparavant, en tout cas avant 2021. Par exemple, le régime maternel d'exclusion. Là, on parle de la prévention. C'est vrai que dans le traitement, dans les vrais APLV, pas dans la prévention, on peut indiquer un régime maternel d'exclusion dans de rares cas d'APLV sur allaitement maternel exclusif. Mais ça reste à discuter. Mais maintenant, pour la prévention, il n'y a aucun intérêt pour ça. Et on dit que la consommation d'APLV pendant la grossesse et l'allaitement a contribué à un risque plus élevé de faire l'APLV que pour les mamans qui n'ont pas, ou bien qui consommaient de façon régulière, que ce soit pendant la grossesse ou pendant l'allaitement, le lait de vache. La deuxième hypothèse, c'était par rapport à l'accouchement. On avait beaucoup parlé du mode d'accouchement et la prévention de l'APLV, l'accouchement par voie basse versus césarienne. Et donc, dans ce sens, les preuves actuelles sont contradictoires. Et il n'y a aucune chose qui le confirme. La supplémentation en pré et probiotiques, c'est la même chose. Il n'y a aucune preuve pour ou contre l'utilisation de pré ou de probiotiques, que ce soit chez le nourrisson ou chez la maman allaitante. Pour la durée de l'allaitement, on suit toujours les mêmes recommandations de l'OMS que vous connaissez. L'utilisation d'hydrolysa, par contre, pour les hauts risques, ça a été démontré que ça n'a pas de relation avec la prévention de l'APLV. Rappelons que la Société française de pédiatrie dit toujours qu'il y avait certaines formules HA ou contenant des protéines extensivement hydrolysées avaient démontré quand même leur efficacité, certes modérée, dans la prévention des cas sévères d'allergie qui se sont représentés surtout par de l'eczéma sévère chez les nourrissons qui ont un terrain d'atopie. Et donc là aussi, c'est une notion à prendre avec précaution. Alors, la prévention des autres allergies alimentaires, le deuxième sujet de ces derniers temps, et surtout des allergènes les plus connus, l'œuf, les fruits à coque, les arachides pour les populations à grand risque d'allergie aux arachides. Eh bien, les recommandations, c'est d'introduire les éléments les plus allergisants, toujours entre 4 et 6 mois, à condition, et là, il y a beaucoup de travaux qui parlent surtout de l'introduction, plus l'introduction de cacahuètes est précoce, plus ça diminue le risque de le faire par la suite. Et que cette introduction doit être progressivement croissante et continue. En cas d'eczéma sévère, la recherche préalable à l'introduction d'une allergie IgE médiée et à l'une de ces protéines peut être recommandée. Maintenant, en matière de la diversification alimentaire ou bien des compléments, l'aliment de complément, là, on ne s'intéresse pas vraiment à ce que l'enfant reçoit, parce que ça a été déjà dit et redit auparavant, mais surtout à la façon dont il le reçoit. Disons que l'alimentation maintenant doit être réactive, ça doit être un moment de partage, de communication, de développement psychosocial. Et c'est cette étape-là qui va être vraiment prédictive de l'évolution par la suite vers les anomalies ou bien les comportements alimentaires qu'on connaît avec les deux pôles connus, l'obésité et la malnutrition ou bien l'insuffisance ou bien l'anorexie. Bien, alors l'alimentation diversifiée, c'est au-delà de l'apport nutritionnel et des éléments nutritifs dans chaque élément, dans chaque aliment, mais c'est surtout l'effet des synergies entre les aliments qui vont faciliter l'absorption des nutriments importants. Et il y a aussi le fait que les aliments malsains déplacent l'apport d'aliments sains.
et que c'est une période très importante où l'enfant va développer ses habitudes une fois pour toutes. Qu'est-ce qui a été dit récemment par rapport aux recommandations pour la supplémentation en vitamine D et en calcium? C'est vrai que maintenant, quand on tape vitamine D chez l'enfant, on a beaucoup de choses qui se disent ces dernières. Et vous voyez la liste des dernières 5 années en matière de la recherche sur vitamine D, 4000 et quelques travaux. Donc on s'intéresse à cette vitamine qui est une véritable hormone et dont le rôle a été lié avec plusieurs pathologies, dans l'aggravation, dans la prédisposition, etc. Et c'est vrai que l'incidence de la carence en vitamine D est variable dans la population mondiale, mais on accepte toujours les mêmes chiffres qu'on utilise chez nous, les moins de 30 pour parler de l'insuffisance et les moins de 20 pour parler de la carence en vitamine D. Et là, au Maroc, on n'a pas d'idée sur l'incidence de la carence ni de déficit, mais vous l'avez tous constaté, on ne peut pas faire un dosage chez un enfant de la vitamine D et le trouver normal, même si on est un pays ensoleillé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'autres facteurs de risque qui restent à étudier et à trouver. Alors, ce qui est recommandé, c'est de supplémenter en évitant les ampoules qui sont très concentrées. Alors, avant, on a proscrit les 600 000. Maintenant, on proscrit même les ampoules de 200 000 parce que ça risque de faire des pics hypercalcémiques qui vont exposer à faire des lithiases et des néphrocalcinoses, ça vous le connaissez. De préférence, donner des doses quotidiennes, mais vous savez que l'observance ne va pas être parfaite dans ce cas-là. Et donc, ce qui est recommandé, c'est de donner de petites quantités, par exemple de 50 000 chaque trimestre, ou bien de 80 000 à 100 000 en début et en fin d'hiver. Et pour les populations à risque, c'est-à-dire les enfants qui ont une peau pigmentée ou bien qui ne sont pas exposés, on ne va pas doubler la dose, mais on va diviser l'intervalle en deux, c'est-à-dire 50 000 au lieu de que ce soit chaque trimestre, c'est chaque 6 semaines. Et 80 000 à 100 000 chaque 3 mois, au lieu de la donner uniquement en début et en fin de l'hiver. Par rapport aux apports en calcium, est-ce que j'ai terminé? Je n'ai plus le temps. Alors, par rapport aux apports en calcium, ce qui est recommandé, c'est 3 à 4 produits laitiers par jour. Il faut savoir que les enfants qui sont sous régime végétalien risquent de faire un déficit, une carence en calcium ou une insuffisance en calcium, et que les produits végétaux, on a besoin de quantités colossales pour avoir les mêmes besoins dont on a besoin pour couvrir les apports en calcium. Et donc, il faut penser à supplémenter les adolescents qui ont des apports laitiers insuffisants. Et il faut bien connaître les équivalents lactés en termes de calcium dans d'autres aliments en dehors du lait. Et il faut penser chez les nourrissons, ou bien chez les nourrissons qui sont allergiques aux protéines de lait de vache, à commencer à les supplémenter après la diversification alimentaire et surtout quand l'apport de l'hydrolysate devient inférieur à 700 ml par jour. Maintenant, on ne peut pas parler des recommandations ou bien des actualités en nutrition pédiatrique sans parler de certains régimes. Et bien sûr, le régime le plus utilisé dans les pathologies dans la pathologie gastro-intestinale, c'est le régime sans gluten. On va dire quand même un petit mot. Comme quoi, récemment, il y a eu beaucoup de scepticisme par rapport au régime sans gluten. Peut-on éviter totalement le risque de contamination? C'est une question qui a suscité beaucoup de travaux, de telle façon qu'on a finalement dit qu'un apport quotidien de moins de 10 mg est peu susceptible de causer des anomalies histologiques. C'est-à-dire même avec les moyens de stockage les plus rigoureux en matière des produits sans gluten, on a toujours une marge de contamination, mais qu'on peut accepter à la limite de 10 mg par jour, sans causer vraiment d'anomalies histologiques. Maintenant, est-ce que ce régime sans gluten permet effectivement de normaliser la muqueuse histologique à 100%? Eh bien, pas vraiment, parce qu'on a remarqué qu'après 6 mois de ce régime, on a quand même une petite lymphocytose intraépithéliale qui peut persister, mais sans grand danger par rapport à la clinique et par rapport à l'évolution ultérieure du malade.
Et par la suite, on avait démontré que beaucoup d'aliments étiquetés sans gluten ont été testés positifs pour le gluten. À peu près 30% de ces aliments sont positifs pour le gluten. Et on suggère qu'il y a un seuil de contamination par le gluten qui est de 100 ppm, qui est considéré sans danger dans les aliments sans gluten. Donc, qu'est-ce qu'on recommande? C'est comme on a toujours recommandé auparavant, c'est de manger des aliments qui portent l'étiquette sans gluten. Et c'est une option qui est sûre pour éviter les aliments contaminés. Alors, même de petites contaminations, ça ne va pas changer grand-chose en matière d'anomalies histologiques et de signes cliniques. Mais c'est une notion qu'on garde entre nous. On ne le dit pas aux parents, parce que sinon, on va tomber dans les abus. Alors maintenant, même avec un régime sans gluten qui est bien suivi, il y a des parents qui vous disent mon enfant ne s'améliore pas vraiment. C'est-à-dire que là, il n'y a pas le problème de contamination uniquement, mais il y a le problème aussi de diagnostic différentiel. Regardez ce travail de 2021 qui a parlé des enfants qui n'ont pas répondu au régime et que dans 30%, c'est vrai que dans le tiers des cas, les enfants recevaient des repas qui sont contaminés, mais dans les autres cas, il y avait d'autres diagnostics, la constipation, le syndrome du côlon irritable, le reflux, les œsophagites eosinophiles et d'autres pathologies qu'il faut visiter avant de pouvoir incriminer toujours le régime. Maintenant, ce régime a fait la mode. Récemment, vous le connaissez dans pas mal de choses, pas uniquement dans la maladie cœliaque, pas uniquement dans le sens thérapeutique dans la maladie cœliaque, mais aussi dans le sens de soulager certains syndromes, et notamment dans le cadre du syndrome du côlon irritable. Alors, qu'est-ce qui fait que le régime sans gluten améliore ces patients? C'est qu'on avait constaté que pour les patients qui se sont améliorés sous ce régime-là, ils avaient un système HLA DQ2 positif, la même chose qui est exposée à la maladie cœliaque, donc ils avaient la même exposition génétique, avec la présence d'anticorps IgA qui est aussi semblable à celle qu'on retrouve dans la maladie cœliaque, mais ce n'est pas les anticorps antitransglutaminase, c'est les anticorps antigliadine. Et que ces enfants-là qui ont les anticorps IgA antigliadine et la prédisposition DQ2 sont considérés comme des malades qui sont sensibles au gluten et ils ne sont pas cœliaques. Donc, c'est ce qu'on appelle la sensibilité. Vous savez que dans le gluten, il y a un spectre de maladies, l'allergie, la sensibilité et l'intolérance au gluten qui est la maladie cœliaque. Et donc, pour ces malades-là, on a quand même constaté des avantages potentiels du régime sans gluten pour les patients atteints de ce syndrome du côlon irritable. Maintenant, il y a eu beaucoup d'études sur l'intérêt du régime sans gluten dans les MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et surtout dans le Crohn. Mais finalement, et tout récemment, on n'a pas pu établir de relation, on n'a pas pu incriminer le gluten dans la survenue de poussées de MICI, raison pour laquelle on dit qu'il n'y a pas de recommandation actuelle pour le régime dans les MICI. Maintenant, il faut savoir que c'est un régime qui peut exposer à des effets un peu néfastes, comme l'apport anormal de vitamine D, qu'il faut savoir supplémenter à chaque fois, des apports insuffisants en fer, en calcium, en zinc, en magnésium, une consommation plus élevée d'aliments à indice glycémique élevé et aussi une consommation élevée d'autres choses, en dehors des choses qui peuvent contenir le gluten. Et ces autres choses, ça va être plutôt des lipides et des protéines qui vont exposer à un risque d'obésité secondairement. Et donc, il faut faire attention à ce genre de choses lors des consultations régulières qu'on fait pour les malades cœliaques. Alors, cœliaques ou non cœliaques, finalement, ce qui est recommandé, c'est d'éviter les produits transformés sans gluten et plutôt de considérer les aliments qui sont naturellement sans gluten et qui sont riches en fer, tels que les viandes, les poissons et les légumes verts. Un petit mot dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On ne peut pas en fait passer sans le dire parce qu'on remarque beaucoup d'abus en matière de diététique, en matière de régime de ces malades. On ne parle pas ici de tout ce qui est nutrition thérapeutique, comme la nutrition semi-élémentaire, le modulène que vous connaissez, etc. On ne parle que de la nutrition habituelle pour prévenir ou pour soulager les signes ou bien pour prévenir les poussées. Alors, le risque dans les MICI, c'est qu'on tombe, en tant que pédiatre, dans
les choses qui sont faites chez les adultes, c'est-à-dire beaucoup de régimes de restrictions, le régime Food Maps, le régime sans gluten parfois, etc. Mais il faut savoir que ces différents régimes peuvent exposer davantage les enfants à un risque de dénutrition, sachant que vous connaissez que la dénutrition dans les maladies inflammatoires chroniques est contingente avec les malades. Et donc, on doit éviter tout régime, sauf qu'on peut peut-être indiquer le fait d'éviter les additifs et d'éviter les conservateurs alimentaires. C'est ce qui a été prouvé à 100% comme permettant d'augmenter l'intervalle entre poussée et poussée. Juste un petit mot sur la diététique dans le reflux gastro-œsophagien pour dire que les choses n'ont pas changé. Depuis 2018, les recommandations des sociétés savantes disent que l'utilisation d'épaississants peut améliorer l'apparition des régurgitations et des vomissements. Ces recommandations n'ont pas changé pour le moment et qu'il faut fractionner les repas. Et là, le tout dernier travail de M. Van den Plas, qui est notre référence en matière de reflux gastro-œsophagien chez l'enfant, qui dit qu'il y a très peu de nouvelles données dans ce sens, mais que la préparation anti-reflux épaissie est l'approche de première intention chez les nourrissons nourris non allaités atteints de reflux gastro-œsophagien, parce que pour les malades allaités, il ne faut pas changer. Alors, et aucun épaississement spécifique ne peut être préconisé, faute d'essais comparatifs pour le moment. Alors, je conclus en disant que maintenant, pendant ces 2 dernières années, on parle plutôt de la prévention d'APLV, et ce qui est dit, c'est d'encourager, comme ce que dit l'OMS, en fait, l'allaitement maternel exclusif, et ce n'est plus la peine de rajouter des protéines de lait de vache, soi-disant, pour éviter chez les populations à risque la survenue d'allergies. Et il n'y a plus de preuves des formules HA et des formules hydrolysables pour prévenir l'allergie aux protéines de lait de vache. Les aliments les plus allergisants, il faut les introduire entre 4 et 6 mois, mais de façon progressivement croissante et de façon continue. Il faut penser à supplémenter à chaque fois en vitamine D, et il faut penser à supplémenter en calcium dans les situations à risque, et le régime sans gluten. Pour le régime, il faut préconiser les aliments qui sont naturellement sans gluten plutôt que les aliments qui sont dits industriels. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Desi. Je suis toujours admiratif de vos interventions depuis très longtemps. Et donc là, effectivement, on a eu, avec la PLV et les bébés qui sont nourris au lait maternel exclusif, il nous avait présenté un cas de la mère, elle était asthmatique. Et donc, il nous a dit comment il faut faire pour l'introduction, la diversification. Moi, la question que je lui ai posée, parce que nous, ici, on a au Maroc beaucoup de mariages consanguins, et je lui dis, bon, si le papa et la maman sont des asthmatiques, et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit que ça ne change pas grand-chose. Alors, la question que je ne lui ai pas posée, j'ai oublié, mais je voudrais vous la poser. Est-ce qu'il y a encore une place pour les HA? Effectivement, les travaux actuels ne parlent plus de place d'HA, bien que la Société française de pédiatrie continue à le suggérer, en disant que quand même, ça nous a permis d'éviter des formes graves, des eczémas graves, et qu'il faut peut-être continuer à le faire. Là, peut-être on peut discuter cas par cas. Et je ne sais pas, professeur Taher, notre spécialiste en allergologie, qu'est-ce qu'il en pense? Bon, s'il n'y a pas de questions dans la salle, juste un petit commentaire peut-être pour... Juste un petit commentaire par rapport à la prévention de la PLV. Donc, tu as bien fait de reposer je dirais pas la polémique, mais c'est-à-dire que les gens sont peut-être réticents par rapport à cette façon de faire, dans le but de prévenir l'allergie au lait de vache. Juste pour comprendre ce qui se passe en matière d'une supplémentation de 10 millilitres par jour, etc., c'est les gens qui font de l'induction de tolérance chez des enfants qui sont déjà allergiques et qui ont dépassé l'âge de l'acquisition de la tolérance, c'est une façon justement pour les rendre tolérants. C'est-à-dire on propose des petites quantités qu'on peut augmenter progressivement en fonction des protocoles pour que finalement le système immunitaire s'habitue et on arrive à vaincre cette allergie. Sinon, on assure au moins une tolérance d'un certain niveau, je dirais, de consommation de lait de vache ou des autres allergènes. Et donc l'idée en fait d'ajouter ou de proposer la petite quantité d'émile, ce n'est pas dans un but nutritif. Parce que là, c'est là où la confusion se pose. C'est-à-dire qu'on ne va pas vraiment entraver l'allaitement maternel.
Bien sûr, on parle d'enfants qui sont atopiques, qui ont une prédisposition à faire de l'allergie. Et le fait de donner des petites quantités de l'ordre de 10 millilitres, ça ne va pas finalement entraver. C'est-à-dire qu'on est en train de les désensibiliser. C'est comme si on propose un petit médicament ou une petite quantité d'un substrat. Sans, il ne faut pas vraiment avoir peur c'est-à-dire d'entraver finalement cet allaitement maternel. L'histoire aussi de l'arachide dont tu as parlé, effectivement, c'est un exemple type, je dirais, de cette induction tolérance qui existe chez nous. Vous le savez certainement, l'allergie à l'arachide, elle est exceptionnelle au Maroc en particulier, et dans un certain nombre de pays, qui ont, dans leurs habitudes alimentaires, ils introduisent précocement, avant l'âge de 1 an, l'arachide dans l'alimentation de l'enfant. Ils font goûter à l'enfant des petites quantités sous forme de pâte ou de poudre, on va dire, de l'arachide. Et donc, c'est à peu près le même principe. Entraver l'allaitement maternel avec 10 ml de lait, ça m'étonne. C'est-à-dire, c'est une famille qui est consciente, bien sûr, de l'intérêt de l'allaitement maternel. Et donc, il n'y a pas à s'inquiéter. Et c'est vrai que ce n'est pas encore consensuel, mais ça se développe. Mais pour le bébé, par quelle méthode? Parce que la crainte, c'est de lui proposer un biberon. Et une fois il s'habitue au biberon. Donc, on peut procéder autrement pour le véhicule. C'est-à-dire pas obligatoirement le biberon, mais ça peut être la cuillère ou la seringue, etc. C'est-à-dire pas obligatoirement le biberon. On laissera s'il y a des interventions. Haj Khalifa. Je me rallie à mon ami Sihsen pour dire que ce que vous présentez est toujours très pointueux. J'ai deux petites questions. La première, vous dites le régime sans gluten peut donner un déficit en vitamine D. Quelle est la relation? 1. 2. Quand on fait, toutes les fois que je fais un dosage de vitamine D chez un enfant, comme chez les Marocaines, donc c'est bon, on s'expose pas. La deuxième chose, il y a le lien, c'est Hida. Ce serait intéressant d'établir un lien entre le statut alimentaire de la mère et le statut alimentaire de l'enfant. Pour le déficit en vitamine, en fer, c'est quelque chose de classique. On a des situations, disons, obstétricales qui font qu'un enfant va être anémique parce que. Mais on ne s'intéresse pas aux autres paramètres. Donc la vitamine D, par exemple, ça serait, comme nous sommes des mamans déficitaires, probablement que nos enfants sont déficitaires. Voilà, merci beaucoup. Oui, effectivement. Oui, juste par rapport à cette notion de la vitamine D, effectivement, on l'a constaté à tel point on se pose la question des référentiels, des références. Est-ce qu'il y a une prédisposition particulière? Est-ce que il faut revoir un petit peu les seuils? Parce que quand on fait le dosage, c'est toujours très bas. Très bas, à la rigueur, bas. Donc, oui. Oui. Oui, tout en sachant qu'on est une population soi-disant ensoleillée, on reçoit de la supplémentation bas âge, c'est une question qui reste à débattre. Professeur Aït-Omar, peut-être non pas. Oui, professeur Aït-Omar. Merci toute l'équipe de l'organisation de ce congrès, la qualité des sujets. Je rebondis sur le problème de la vitamine D. Moi, j'ai une proposition pratique à faire parce que les enfants et les adultes, il y a toujours des taux bas. Il n'y a aucune personne qui a fait un dosage qui le trouve normal. Et donc, moi, j'ai une proposition, il y a ce qu'a proposé Mme professeur Haj Khalifa, c'est-à-dire voir la formation des laboratoires, mais j'ai une proposition, c'est-à-dire faire un échantillon en urbain, enfants et adultes, et aller dans les enclaves où il n'y a pas d'écran. Moi, je comprends l'exposition, ce n'est pas le visage, mais chez le visage, c'est l'exposition corporelle, c'est une grande superficie. On parle de l'exposition au soleil, ce n'est pas le visage et les verres, non, mais c'est une grande exposition. Mais je propose faire un échantillon en urbain avec des gens exposés à l'écran, au stress oxydatif et manque de sommeil, et voir les enclaves où il n'y a pas de connexion,
où il n'y a pas d'écran, et il n'y a pas, et on fait au même labo un échantillon. À ce moment-là, on peut dire, voilà, le dosage est correct ou pas correct, et donc voilà les facteurs urbains, ruraux, qui exposent à ce déficit. Effectivement, Merci. voilà ce qui nous manque. Oui. Nous, quand on a fait des travaux sur des maladies particulières, la vitamine D dans la maladie cœliaque, la vitamine D dans le diabète, dans l'obésité, etc. Mais on n'a pas fait le dosage chez tout enfant, chez tout venant, effectivement. Donc, merci pour la remarque. Donc c'est un appel au projet de recherche dans ce Exactement. sens-là. Donc c'est dernière intervention, Madame Bensouda. Merci, professeur Idrissi. C'est un plaisir de vous écouter et d'écouter votre propos avec beaucoup de clarté. Alors, pour revenir à la vitamine D, donc, ma question c'est, donc vous avez dit qu'à 200 000 unités, on risquait une néphrocalcinose. Est-ce que vous avez des études à ce niveau-là? Parce que, bon, juste pour faire une petite remarque, pendant très longtemps, on donnait des doses de 600 000 unités. Ça a été proscrit, Et dans ma petite expérience, la seule fois où j'ai suspecté où j'ai eu une néphrocalcinose et que j'ai suspecté la vitamine D, en fait, c'était un autre problème. Donc, ne pas trop incriminer la vitamine D. Mais ceci dit, je crois qu'il est important que les pédiatres fassent attention lorsqu'ils prescrivent de la vitamine D, parce que l'automédication est très répandue au Maroc et qu'on peut avoir des surdosages, ne serait-ce que parce que les parents, de temps en temps, ah ben, il est fatigué, on va lui donner un peu de vitamine D. Donc, moi, j'insiste en fait auprès des parents pour que je la donne moi-même, juste pour leur dire, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre comme ça. Mais je ne sais pas si tout le monde fait ça. Et moi, j'ai bien peur que ce ne soit pas la dose de 200 000 unités qui soit problématique, mais le risque d'automédication. C'est sûr, vous faites très bien en donnant la vitamine D chez vous, parce qu'effectivement, c'est le problème de prise médicamenteuse. Et nous, on a eu beaucoup de cas de prise quotidienne de quantité de 200 000 ou la 200 000, et on a eu beaucoup de cas de néphrocalcinose secondaire à ça. Mais c'est vrai que la néphrocalcinose est peut-être anticipée par cette prise particulière, mais peut-être il y a d'autres causes métaboliques qui sont derrière, qu'il faut peut-être chercher au cas par cas, effectivement. Donc avant de clore, je suis obligé de... Parce que sinon... C'est juste un commentaire. Donc, un complément d'information. Ah, on a dépassé de 20 minutes. Oui. Bon, je vais... Comment dire, Bref. Le micro. Bon, pour l'enquête sur l'état nutritionnel de la population marocaine, donc, il y a un rapport qui a été publié par le ministre de la Santé en 2019. C'est une enquête, bien sûr, faite sur une population au niveau national, au niveau régional, représentant les enfants, les hommes et les femmes pour différents micronutriments, y compris la vitamine D. Donc, je vais vous envoyer d'ailleurs le rapport avec les détails. Et donc, vous allez retrouver quand même les catégories qui sont les plus touchées par cette carence. La vitamine A, l'iode, et d'autres zinc, etc. Alors, je voulais aussi réagir par rapport à Mme Bensouda. Elle a raison tout à fait de dire qu'il y a un risque d'abus et d'utilisation de la vitamine D et des autres micronutriments. Donc, il y a une tendance à l'automédication. Le ministère de la Santé, il recommande que la prise soit faite au niveau du centre de santé, administrée par le professionnel de santé. Donc, dans les cabinets, ça devrait être la même chose. Et bien sûr, en sensibilisant tout le monde à noter sur le carnet de santé la date de la prise pour, respecter les délais entre deux prises, 6 mois, pour éviter, bien sûr, les risques. Troisième point, pour l'anténatal. Pour les femmes enceintes, récemment, il y a eu une circulaire ministérielle qui recommande d'administrer, justement, suite aux données de cette enquête, de la vitamine D chez les femmes en prénatal. Donc, c'est fait et il y a bien sûr, un protocole bien établi. Voilà. Merci Aziza pour ces précisions. Juste, je voudrais faire un commentaire. Tu as bien insisté sur le fait que chez les cœliaques, il y a quand même... un seuil de tolérance. On le savait depuis longtemps, on ne le dit pas aux parents, mais on le dit de façon indirecte pour ne pas faire mener une vie très difficile à ces patients. Il y a des associations qui recommandent des régimes assez stricts.
ne pas mélanger les ustensiles, même propres. Donc, c'est une notion à retenir. Il faut l'utiliser. Et je ne peux pas donc ne pas donner la parole le dernier à son mari, professeur Idrissi Azami, l'immunologiste, pour clore. Merci beaucoup, professeur Hida. Ce n'était pas juste pour dire que c'est une excellente présentation, parce qu'on va dire que mon jugement est biaisé, mais c'était pour faire un commentaire sur le plan immunologique, pour parler des petites quantités qu'on va introduire, comme l'a dit professeur Taher, de façon continue, parce qu'il y aurait une petite interférence avec le système immunitaire, parce qu'introduire ces petites quantités, on est plutôt dans l'ITS, dans l'immunothérapie spécifique, et là, ce qu'on appelait avant la désensibilisation. Et là, en bas âge, on est en apprentissage immunologique. Parce qu'il ne faut pas oublier, sur le plan immunologique, les cellules qui interviennent le plus dans ce genre d'ITS et de désensibilisation, ce sont les cellules T régulatrices. Et durant cet âge, on est plutôt dans l'apprentissage immunologique. Et j'ai peur et j'ai cette réticence que ce soit une certaine interférence avec le système immunitaire. En tout cas, c'était une excellente présentation. Bébé a demandé la parole en tant qu'immunologiste clinicien. Merci beaucoup, Sada, pour la présentation. Moi, je devrais passer juste un petit mot sur les AIBD-like, les pathologies inflammatoires like, parce que probablement ce n'est pas un problème de nutrition, probablement il y a un déficit immunitaire. Je vous donne un exemple pour passer le message, le déficit en LRBA. Et donc le déficit en LRBA, il peut donner une facette d'une IBD-like disease. Et le traitement, c'est une thérapeutique ciblée basée par l'abatacept et sirolimus. Donc, s'il vous plaît, pensez à ce déficit devant toute entéropathie. Ça veut dire inhabituel, et quand vous n'arrivez pas à faire un bon diagnostic d'une maladie de Crohn ou même les maladies cœliaques, ne répondez pas au traitement, pensez à ce déficit de LRBA. Et je vous remercie. Merci professeur Idrissi pour cette belle présentation. J'appelle Bibi de nous ramener des trophées. Donc il a le droit à un trophée. Donc, bien sûr, vous êtes conférencière. Hein? Donc, vous êtes invité au déjeuner et on va reprendre à 15 h. À tout à l'heure.